l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans les mondes. Événement qui rentrait la caille. Nous avons décidé que malgré que nous avons pris cette décision d'aller par tous les moyens, y compris la force, de laisser une porte ouverte. Il est encore temps pour ceux qui sont là aujourd'hui, ou tout à l'heure, ou demain, de se retirer pour que ce ne soit pas par la force qu'on leur fasse entendre la raison. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org ak diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Nous avons réitéré bien entendu la décision du président Ouita et du président Traoré de participer pleinement aux opérations de légitime défense aux côtés des forces de défense et de sécurité du Niger. Les suites du coup d'État au Niger, 2 semaines après la prise de pouvoir par l'armée, la junte vient de nommer un civil à la tête du gouvernement. Bonsoir Caroline Baudry. Bonsoir. Il est économiste, son nom Ali Mahaman Lamine Zen. Oui, et cet homme est bien connu des Nigériens puisqu'il était en 2001 directeur de cabinet de l'ancien président Mamadou Tandja, puis ministre des Finances en 2002. Lorsque ce gouvernement avait été renversé, Lamine Zen, diplômé de l'ENA de Niamey ainsi que de l'université française, s'était éloigné de la vie politique en allant le chercher et en le nommant ministre aujourd'hui. La junte tente d'envoyer un message rassurant, estime Antoine Glaser, journaliste et écrivain spécialiste de l'Afrique. En prenant quelqu'un qui était en retrait des affaires depuis quelques années et qui a la réputation d'être intègre, de ne pas avoir été dans les affaires de corruption. À mon avis, c'est pour essayer de faire accentuer une sorte de consensus au niveau national autour des putschistes. Consensus non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Que quelqu'un comme Ali Lamine Zen accepte d'être Premier ministre, c'est sûr que vis-à-vis de l'étranger, ça va perturber un peu les gens qui pensent qu'il faut intervenir, etc. Et plus le temps passe, et plus les militaires nouvellement au pouvoir s'installent, selon lui, en plaçant, je cite, un paravent de civils au gouvernement. La junte s'assure que la perspective d'une intervention armée s'éloigne d'autant plus. Caroline Baudry a noté cette fin de non-recevoir de la junte nigérienne face à la communauté des Afriques de l'Ouest. Elle dit ne pas pouvoir accueillir de délégation de la CEDEAO à Niamey pour des raisons de sécurité. La CEDEAO qui entendait venir dans la capitale du Niger pour de nouvelles discussions après sa menace d'intervenir militairement pour rétablir dans ses fonctions le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum. Un dernier mot du Niger avec cette inquiétude du chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken qui dit craindre un renforcement du groupe paramilitaire russe Wagner au Niger suite au coup d'État.
Il aurait reçu la visite de son médecin personnel, le chef de l'État nigérien Mohamed Bazoum, séquestré dans sa résidence présidentielle à Niamey depuis le coup d'État du 26 juillet, aurait reçu cette visite ce samedi. Il va bien au vu de la situation, a déclaré le médecin de Mohamed Bazoum, qui décrit un traitement, je cite, inhumain et cruel, fin de citation, en parlant du traitement réservé au président Bazoum et sa famille, à savoir son épouse et son fils, détenus eux aussi par les putschistes. L'électricité leur est coupée depuis le 2 août et sur le plan alimentaire, les conditions seraient là aussi difficiles. Cette visite du médecin personnel du président Mohamed Bazoum intervient au lendemain de l'inquiétude exprimée notamment par l'Union africaine et l'ONU concernant les conditions de vie et l'état de santé du chef de l'État. Les Nations Unies ont mis en garde contre toute violation des droits humains. Cette visite intervient également 2 jours après la décision de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest d'activer sa force en attente afin de rétablir le président nigérien dans ses fonctions. Les chefs d'état-major de la CEDEAO devaient se réunir ce samedi au Ghana. Mais la rencontre est finalement reportée sine die. Des sources militaires régionales indiquent invoquent des raisons techniques. Les chefs d'état-major des armées des pays de la CEDEAO devaient se retrouver ce samedi 12 août à Accra, au Ghana, pour discuter des détails opérationnels en vue du déploiement de la force en attente pour la restauration de l'ordre constitutionnel au Niger. Mais la réunion a été reportée pour des raisons dites techniques selon la CEDEAO. Même si elle s'est engagée à intervenir militairement dans les plus brefs délais, l'organisation sous-régionale, lors du sommet d'Abuja du 10 août dernier, a aussi souligné que la diplomatie est la meilleure voie à suivre pour résoudre la crise. Nous avons décidé que malgré que nous avons pris cette décision d'aller par tous les moyens, y compris la force, de laisser une porte ouverte. Il est encore temps pour ceux qui sont là aujourd'hui, ou tout à l'heure, ou demain, de se retirer pour que ce ne soit pas par la force qu'on leur fasse entendre la raison. C'est notre objectif et nous pensons que le peuple nigérien sera le seul gagnant. Dans cette affaire, nous pensons que les peuples africains sont le seul gagnant et que ceux qui veulent utiliser la force n'auront pas raison et ne vont pas faire proliférer ce moyen d'exercice du pouvoir dans nos communautés. La CEDEAO avait déployé sans succès des efforts diplomatiques pour résoudre la crise au Niger et travaille en étroite collaboration avec les acteurs concernés. Dans le cadre de sa position ferme contre les coups d'État en Afrique de l'Ouest, l'instance a insisté sur la nécessité de respecter les principes démocratiques et les institutions établies en exhortant toutes les parties à privilégier la voie du dialogue politique afin de résoudre les différends. Ce n'est ni aujourd'hui ni hier. On est allé dans beaucoup de pays, en Sierra Leone, au Libéria, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, en Gambie. Donc, si aujourd'hui on parle du Niger, ce n'est pas contre le Niger, mais contre les coups d'État. Faudra que cela cesse en Afrique pour que la paix s'instaure et que le travail se poursuive. Si les militaires ont compris qu'on a pris une décision et qu'ils acceptent de discuter avec nous, la paix va revenir, mais s'ils refusent, nous également, on ne pourra pas accepter cela. Donc, la décision ne dépend que des militaires. S'ils veulent que la paix revienne dans leur pays, ils vont libérer le président et l'ordre constitutionnel va se rétablir. Après la Côte d'Ivoire, avec le président Alassane Ouattara qui prévoit mobiliser au moins 1000 soldats, d'autres pays comme la Guinée-Bissau ont prévu l'envoi de troupes en cas d'intervention de la CEDEAO au Niger. Bonjour Ousmane. Alors la CEDEAO a déjà brandi la menace de l'intervention militaire avec un ultimatum qui avait expiré dimanche soir dernier. Est-ce que cette fois c'est la bonne ? Je pense qu'on n'en est pas encore là. Je pense que ce qui est en jeu et en cause ici, c'est une sorte de rétablissement de l'équilibre des forces pour pouvoir négocier. La CEDEAO brandit la menace, elle l'exécute en tout cas avec l'activation de la force en attente, c'est-à-dire c'est des forces qui sont prépositionnées pour intervenir, pour obtenir les moyens de négocier. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Les négociations sont au point mort. La CEDEAO a envoyé par 2 fois une délégation à Niamey pour rencontrer les putschistes qui ont obtenu enfin de non-recevoir de la part des putschistes. Tous les autres tentatives de médiation ne marchent pas. Et pendant ce temps,
les putschistes ont la réalité du pouvoir, le temps joue en leur faveur, un gouvernement installé, l'administration, on nomme des gouverneurs, etc., etc. Donc, je pense que l'enjeu, c'est de rétablir une sorte de rapport de force qui permette d'avoir un moyen de pression pour la CEDEAO pour négocier, parce qu'en réalité, on le sait, les sanctions ne permettent pas au régime putschiste qu'on a vu en Afrique de se rétracter. Alors, si l'option militaire se concrétisait, concrètement, c'est quoi cette force en attente que la CEDEAO vient d'activer? Alors, cette force en attente, elle existe depuis plus d'une dizaine d'années. Elle existe dans les textes de la CEDEAO. C'est-à-dire, la CEDEAO, il y a de cela quelques années, a voté la possibilité de déployer une force en attente en cas de crise, en cas de besoin de rétablissement de la paix ou de maintien de la paix. Cette force, elle est théoriquement composée de 6 000 hommes. Là, ce qui va se passer, c'est chaque pays va mobiliser ou donner sa possibilité de mobiliser un contingent, la nature du contingent, la forme du contingent, etc. Donc, l'activation veut dire ça. Veut dire que la Côte d'Ivoire va, par exemple, dire nous, on met à la disposition de cette force 500 hommes, 800 hommes, etc., etc. Entre 560 et 1100 hommes à peu près. La Côte d'Ivoire, oui. Et puis là, il y aura d'autres pays qui vont se mobiliser, et ces forces seront prépositionnées. Ils n'entrent pas en guerre. Je pense que la nuance est très importante entre l'activation et l'exécution de la menace. Il y a une étape. L'activation ne veut pas forcément dire entrer en combat. Et du coup, les putschistes, eux, ont-ils les moyens de se défendre face à cette force en attente? Alors, l'armée nigérienne, faut observer que c'est une armée en crise, c'est une armée en difficulté. Elle a eu les revers les plus importants de son histoire ces dernières années. On connaît l'attaque de Chiné-Godard. Les djihadistes ont ces dernières années changé de stratégie. Ils s'attaquaient plus seulement aux civils, ils attaquaient des camps de l'armée nigérienne. Donc, on notait que l'armée nigérienne était en difficulté, subissait des pertes énormes. Deuxième chose, qui est un problème de l'armée nigérienne, l'armée est assez divisée. En réalité, le putsch du général Tchiani est précédé d'autres tentatives de putsch qui n'ont pas réussi. Il y a eu une tentative de putsch juste après l'élection de Bazoum. Il y a eu un procès, il y a eu des tentatives de putsch bien avant. Donc l'armée est assez fragile en termes d'unité, en termes de... On ne peut pas dire que c'est une armée totalement républicaine. Troisième chose, l'armée nigérienne a déjà des fronts très importants. Il y a le front de la zone des 3 frontières où là, ils combattent le djihadisme. Au sud, ils ont frontière avec Boko Haram. Donc, c'est une armée qui, je pense, aura beaucoup de difficultés à résister à une intervention militaire étrangère, d'autant plus que si cette intervention est soutenue par les forces internationales prépositionnées à Niamey. Mais, elle soutenue, ça ce serait si les Occidentaux soutenaient la CEDEAO, les forces de la CEDEAO. Est-ce que les Occidentaux pourraient jouer un rôle? Enfin, les Occidentaux ont été clairs. La position de la France, comme celui des États-Unis, c'est de dire nous soutenons les décisions de la CEDEAO. Et là, la CEDEAO décide de prépositionner une force en vue d'une action militaire. Et jusqu'à présent, les Occidentaux suivent. Donc, il me semble logique que s'il y a une intervention militaire de la CEDEAO, les forces occidentales basées au Niger seront de la partie, et quand même il y a une vraie puissance des Occidentaux sur place. La France a 1500 hommes, des moyens aériens importants, une base, les Américains ont 3 bases, ont une base de drones assez sophistiquée. Donc en cas d'intervention militaire de la CEDEAO appuyée par les États-Unis et la France, la supériorité militaire me paraît évidente. Y compris si le Mali et le Burkinabé, les Burkina Faso soutiennent officiellement les putschistes. Je pense que dans la position malienne et burkinabé, il y a beaucoup de postures. Parce qu'en réalité, c'est des pays qui n'arrivent pas à garantir l'intégrité de leur territoire national, ils n'arrivent pas à jouer leur rôle
l'armée, je veux dire, burkinabé et l'armée malienne n'arrivent pas à jouer leur rôle dans leur propre pays. Donc je ne vois pas comment ils peuvent aller suppléer le Niger. Je pense que c'est plus de la rhétorique et de la posture politique pour mettre de la pression qu'autre chose. Rapidement, Ousmane, est-ce qu'un dialogue est encore possible aujourd'hui avec les putschistes ? Pour le moment, il n'y a pas de dialogue, de fait. La seule possibilité de dialogue, à mon avis, c'est à partir du moment où les forces seront prépositionnées et qu'il y a l'hypothèse d'un affrontement, je pense que la diplomatie sera relancée. Passé l'étape des communiqués, le déplacement de Niamey. Une délégation burkinabé conduite par le ministre de l'administration territoriale et de la sécurité, accompagné du ministre délégué à la sécurité et du chef d'état-major général des armées, ainsi que de plusieurs hauts responsables militaires. Également sur le sol nigérien, la partie malienne composée essentiellement de hauts responsables militaires. Deux délégations présentes sur instruction des présidents Assimi Goïta du Mali et Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Aux nouvelles autorités du Niger, Maliens et Burkinabés réitèrent ici leur engagement à soutenir ce pays frère en cas d'agression de la CEDEAO. Toute intervention militaire contre la souveraineté d'un pays, sans le consentement de ses autorités, ne représente autre chose qu'une agression. Bien entendu, agression que le Burkina Faso et le Mali rejettent catégoriquement. Nous avons réitéré, bien entendu, la décision du président Goïta, du président Traoré, de participer pleinement aux opérations de légitime défense aux côtés des forces de défense et de sécurité du Niger. Après une prise de température de la situation qui prévaut, les réflexions sont portées vers une action collective entre les trois pays, bien entendu Burkina, Mali et Niger, en vue d'atténuer les conséquences des sanctions économiques et politiques prises contre le Niger. Ça fait plus de 10 ans que le Burkina Faso, le Mali et le Niger gérons les conséquences négatives, conséquences socio-économiques, conséquences sécuritaires, conséquences politiques, conséquences humanitaires de l'aventure hasardeuse de l'OTAN en Libye. Une chose est sûre, le président Goïta et le président Traoré ont clairement dit non, non et non. Nous n'accepterons pas d'intervention militaire au Niger. Il en va de notre survie. Bien entendu, les chefs d'État du Mali et du Burkina ont pris la ferme décision de laisser des actifs et non des passifs aux générations futures. Pour le Burkina Faso et le Mali, les sanctions que la CEDEAO impose au Niger suite au coup d'État du 27 juillet sont illégales, illégitimes et inhumaines. Les deux États refusent de les appliquer. Cette vidéo, partagée par la présidence de la République de Guinée, la rencontre avec les putschistes du Niger a été rendue publique. Autour de la table, le colonel Mamadi Doumbouya, le chef d'État guinéen, dont le régime est lui aussi issu d'un coup d'État. En face, une délégation nigérienne menée par le général Moussa Salahou Barmou. Une réunion entre deux alliés de circonstance à un moment crucial pour Niamey. Les putschistes du CNSP recherchent des soutiens face aux menaces persistantes de la CEDEAO. Il est question ici de montrer la gratitude du CNSP et de tout le peuple nigérien pour la solidarité et le soutien indéfectible. En ce qui concerne la République de Guinée, nous ne sommes pas panafricains. Quand nos peuples ont des problèmes, nous sommes toujours présents et on sera toujours là. Le même jour, dans la capitale nigérienne, une autre rencontre se joue. Une délégation des chefs religieux du nord du Nigeria est accueillie par des responsables putschistes, dont le Premier ministre fraîchement nommé. C'est une rencontre importante qui vise à rapprocher les deux pays, le Nigeria et le Niger. Et ils ont fait passer le message du président nigérian au chef de l'État ici même. Et le chef de l'État les a chargés d'expliquer tout ce que nous voudrions voir se réaliser dans les prochains jours, c'est-à-dire la levée de ces mesures qui sont inhumaines, qui sont iniques et qui sont inacceptables.
Jusqu'à présent, toutes les tentatives de médiation n'ont rien donné. Le régime militaire au Niger avait refusé mardi 8 août d'accueillir une délégation de la CEDEAO. Comme la délégation de la CEDEAO arrivée jeudi dernier à Niamey, l'envoyé des États-Unis, la sous-secrétaire d'État par intérim, Victoria Nuland, est repartie de la capitale nigérienne sans avoir vu ni le général Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ni le président renversé Mohamed Bazoum. La haute responsable de la diplomatie américaine a rencontré le général Moussa Salaou Barmou, nouveau chef d'état-major de l'armée, et d'autres responsables. These conversations were extremely frank and at times quite difficult. Ces discussions ont été très franches et parfois très difficiles, car une fois de plus, nous faisons pression en faveur d'une solution négociée. It was not easy to get traction there. They are quite... Il n'a pas été facile d'obtenir des résultats. Ils sont très fermes sur la façon dont ils veulent procéder et cela n'est pas conforme à la constitution du Niger. Là encore, nous avons été très francs sur les enjeux. About what's at stake. La numéro 2 de la diplomatie américaine dit avoir proposé de nombreuses options pour mettre fin au coup d'État et les bons offices des États-Unis en cas de volonté des militaires de revenir à l'ordre constitutionnel. Madame Nuland a toutefois ajouté « Je ne dirais pas que cette offre a été prise en compte de quelque manière que ce soit ». Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a renchéri. Il est certain que la diplomatie est le moyen préférable pour résoudre cette situation. C'est la démarche de la CEDEAO. C'est notre démarche et nous soutenons les efforts de la CEDEAO pour établir l'ordre constitutionnel. Blinken estime que les États-Unis et d'autres pays vont se retrouver dans une position où ils devront arrêter leur soutien au Niger. L'Union africaine comptait envoyer une délégation conjointe avec la CEDEAO et les Nations unies ce mardi au Niger, mais selon Jeune Afrique, aucune autorisation n'a été délivrée par la junte qui a fermé l'espace aérien. Niagale Bakayoko, bonjour. Vous êtes présidente de l'African Security Network. Comment justifier ce refus de rencontrer la délégation de la CEDEAO ? Alors, il y a une justification officielle qui a été donnée, qui est celle du risque qui serait encouru par ces émissaires de l'organisation sous-régionale face à la colère populaire à l'encontre de l'organisation. Cette colère de la population, elle est réelle ou est-ce que c'est une pantalonnade ? Je pense qu'il y a une réelle acrimonie qui s'est développée dans toute la sous-région face à la CEDEAO en raison des contradictions dans la mise en application de ces politiques. Tout d'abord, il faut savoir que l'agenda officiel de la CEDEAO depuis 2007 était le passage d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. Et on lui reproche beaucoup dans les rues ouest-africaines, y compris à Niamey, de ne pas avoir mis en œuvre cet objectif. Il y a eu aussi ce qu'on considère comme du deux poids, deux mesures, avec l'absence de réaction face à ce qui a été considéré comme des coups d'État civils, où l'organisation n'a pas réagi en comparaison des sanctions qu'elle a pu prendre après des coups d'État militaires. Et ces sanctions ont été vécues comme étant avant tout des armes à l'encontre des populations elles-mêmes, plutôt qu'à l'encontre des gouvernements. Donc c'est tous ces arguments qui sont en effet courants dans les rues et qui peuvent être très facilement activés par la junte aujourd'hui. C'est ce qui peut expliquer aussi qu'une partie de la population puisse soutenir aussi les militaires qui ont pris le pouvoir ? Alors c'est l'un des éléments, ce qui explique qu'une partie de la population semble être indulgente vis-à-vis de cette prise de pouvoir par les armes, c'est qu'il y a à l'évidence une fatigue vis-à-vis de ce qui a été la façon dont la démocratie a été mise en œuvre. D'abord d'une façon avant tout réduite à la tenue de scrutins électoraux, sans
sans accorder autant d'importance au respect de l'état de droit, au respect de la liberté d'expression, ça fait partie des éléments qui font qu'il n'y a plus de foi dans la démocratie comme système de gestion des conflits et comme système de progrès social au niveau collectif ou au niveau individuel. Alors qu'est-ce que ce refus de dialoguer avec les CEDEAO augure? Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite? Une escalade par exemple? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire exactement? Ce qui laisse penser qu'on peut entrer en effet dans une sorte d'engrenage, c'est que le dialogue n'a pas non plus été très ouvert avec les émissaires américains. On pourrait croire que des acteurs internationaux de poids pourraient avoir l'oreille des militaires aujourd'hui au pouvoir. Ce n'est pas ce qui s'est produit hier lorsque la représentante du gouvernement américain s'est rendue à Niamey. Et donc, il est dans la même logique de refuser de discuter avec ses émissaires. Et quant à la possibilité d'une intervention, c'est là qu'on a l'impression qu'on est face à une impasse parce qu'elle semble s'imposer à la fois pour la crédibilité mais même pour l'avenir de l'organisation, puisque on sait que les jeunes du Mali et de Burkina Faso ont fait preuve de solidarité, y compris éventuellement opérationnelle avec la junte du Niger. Mais est-il possible pour les chefs d'État d'intervenir? Mais pour moi, la question n'est pas celle des moyens militaires. Il y a des moyens militaires dans cette sous-région. La plupart des États se sont largement renforcés au cours des 10 dernières années. La question est de la faisabilité d'une intervention, d'abord dans un contexte où il y aura beaucoup de civils, comme on vient de le dire, qui pourront être mobilisés, donc il y a un risque de bain de sang. Et est-ce que les États aujourd'hui en mesure d'intervenir seront soutenus par leurs propres opinions publiques, ou est-ce qu'au contraire ils ne s'exposent pas eux-mêmes à un risque de renversement au motif qu'ils sont intervenus au Niger? Mais alors, dans 2 jours, la CEDEAO va tenir un sommet extraordinaire pour décider quoi finalement, puisque ils ont l'air d'être eux-mêmes un peu gênés aux entournures. Absolument. Jusqu'à l'annonce si ce n'est du refus, en tout cas des fortes préventions des sénateurs du Nigeria face à une intervention, on pouvait penser que celle-ci était assez logique, mais l'on voit une prudence de plus en plus exprimée par des États qui semblaient beaucoup plus allants dès le départ, comme la Côte d'Ivoire ou comme le Bénin. Mais la décision est compliquée à prendre parce qu'il y va véritablement de la crédibilité de l'organisation aujourd'hui. Alors, le Mali et le Burkina Faso, ces 2 pays se sont ouvertement rangés du côté des militaires au Niger. Quel type de soutien peuvent-ils apporter ? Alors, ils ont parlé de solidarité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est juste un soutien diplomatique ou est-ce que ça peut être davantage? Ils ont parlé de solidarité tout en indiquant qu'une attaque contre la junte au Niger serait perçue comme une agression contre eux, ce qui est fort en termes de déclaration. D'un point de vue opérationnel, il me semble que toute solidarité par la voie terrestre serait compliquée, ne serait-ce parce qu'il y a des groupes djihadistes qui sont très présents, notamment dans cette zone des 3 frontières. Donc ça, c'est le premier élément. Le Mali, notamment, s'est renforcé en moyens aériens, mais est-ce qu'il est en mesure de les mobiliser alors que, au-delà de la lutte contre le djihadiste, on voit aussi que les tensions sont vives avec les groupes indépendantistes ou autonomistes du Nord. Donc ça me paraît compliqué, mais faire preuve de solidarité qui pourrait peut-être aller jusqu'à une remise en cause de l'appartenance à l'organisation CEDEAO elle-même, ça pourrait être un acte fort aussi de la part de ces autorités. C'est comme ça, n'a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale là, chaque semaine pour aider auditeurs avec auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale là. Merci pour attention nous, continuez suivre nous sous 106.1 FM alterradio.org avec diverses plateformes internet. Nous capables d'écouter émission ça le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify et Google Podcast. Merci pour tes 3 côtés. Magazine qui fait un coup de flash.
Flash, flash, sou sa ka pase nan le monde. Événement. Ki rentre la caille non.